Bonjour à toutes et à tous. Le développement d'une application Topkapi peut être chronophage. Pour vous aider à optimiser ce temps de développement, Topkapi met à disposition une fonctionnalité clé, les objets structurés. Mais concrètement, quand utiliser des objets structurés? Dans votre application Topkapi, vous allez avoir des objets similaires que vous allez instancier régulièrement, comme une pompe. En utilisant les objets structurés, vous vous concentrez sur le fonctionnement de l'objet pour vous éviter un paramétrage répétitif. Une fois configurés, ces objets structurés peuvent être déployés sur autant de sites et d'applications Topkapi que nécessaire. Dans cette vidéo, nous allons donc voir un exemple d'objet structuré dans Topkapi et comment les créer et les utiliser. Je m'appelle Maxime, ingénieur avant-vente chez Areal, l'éditeur de la solution de supervision Topkapi. Lors de la création d'une application Topkapi, certains objets reviennent très fréquemment, comme par exemple un poste de relevage. Plutôt que de créer et reconfigurer cet objet à chaque fois, il est possible de le définir une seule fois sous forme de type structuré, puis de l'instancier à volonté. Un objet structuré est simplement une instance d'un type structuré. Prenons un exemple concret d'instanciation d'un objet structuré. Dans une cellule tableur, nous allons double-cliquer sur une cellule vide, comme si nous souhaitions créer une nouvelle variable. Ici, vous avez accès aux variables database que vous avez l'habitude d'utiliser, à savoir des touriens, des analogiques, des télécommandes, etc. Et un peu plus bas, vous avez accès aux types structurés disponibles dans votre application. Dans notre exemple, nous allons choisir un objet qui s'appelle poste de relevage. Nous cliquons sur Suivant, et nous arrivons sur une boîte de dialogue nous demandant de renseigner un certain nombre d'éléments. Nous pouvons renseigner par exemple l'identifiant de la bâche, l'identifiant des pompes, l'adresse de base, je vous expliquerai plus tard dans la vidéo à quoi ça correspond, une zone et un numéro de page synoptique avec la position en X et en Y pour instancier l'objet synoptique. Nous appuyons sur Terminer et nous pouvons voir que automatiquement toutes les variables liées à notre objet structuré ont été instanciées et que si nous allons dans la partie synoptique à la page 256, nous retrouvons l'objet synoptique instancié également. Voyons maintenant comment créer un type structuré. En amont de la vidéo, j'ai créé 3 variables pour pouvoir créer un type structuré simple. Et donc pour pouvoir créer un type structuré, il existe plusieurs méthodes, mais celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la méthode de copier-coller avec un objet base de données existante. Donc nous allons sélectionner nos 3 variables, puis faire édition, copier, puis nous allons aller dans Aléa et Vue de configuration. Vous retrouverez ici les différents types d'objets disponibles dans votre application Topkapi et nous allons ouvrir la partie type structuré. Pour créer un nouveau type structuré, nous allons faire édition et nouveau type d'objet. Vous allez devoir renseigner un nom pour votre objet. Donc dans notre exemple, je vais l'appeler YouTube Pompe avec un libellé. Nous allons appuyer sur Appliquer pour pouvoir créer notre objet. Dedans, nous allons appuyer sur le petit bouton plus. Vous pouvez voir qu'actuellement, il est vide. Nous allons appuyer sur Édition, puis Coller. Une petite fenêtre nous demande si on souhaite appliquer une modification qui va nécessiter une régénération des instances. Nous allons appuyer sur Oui. Vous pouvez voir sur la partie gauche que nous avons bien donc nos 3 variables qui ont été importées dans notre type structuré. Une fois que vous avez déclaré votre type structuré, vous devez maintenant définir les informations à saisir lors de l'instanciation de votre type structuré. Dans l'exemple précédent, nous avions instancié un objet qui s'appelait poste de relevage, où nous avons dû saisir un certain nombre d'informations comme le libellé de la bâche ou le libellé des pompes. C'est dans cette rubrique-là que nous allons définir donc les paramètres d'entrée. Les paramètres d'entrée doivent être suffisants pour initialiser correctement tous les membres, mais en même temps aussi peu nombreux que possible, de façon à simplifier au maximum la saisie lors de la création d'une instance. Dans notre exemple, nous avons ici varnemo, qui est un texte éditable, qui va permettre de renseigner en fait l'identifiant de la pompe. Nous avons vartext, qui est aussi un texte éditable, qui va permettre de renseigner le libellé de la pompe.
Nous avons une variable var_adresse, qui est donc cette fois-ci de type entière, qui va permettre de renseigner une adresse de base, et la valeur saisie par l'opérateur sera ensuite utilisée pour calculer l'adresse de chacune des variables associées à la pompe. Et enfin, nous avons donc la var_zone, qui va permettre de spécifier la zone du process dans laquelle se situe la pompe. Le choix du nombre de paramètres d'entrée est totalement libre, tout dépend de ce qu'on en fait après. Toutefois, la variable d'entrée var_nemo permet donc d'identifier chaque objet structuré, c'est-à-dire chaque instance. Elle devient donc nécessaire si l'on veut pouvoir les différencier. Il existe aussi d'autres cas courants où la variable d'entrée var_adresse devient obligatoire. Voyons maintenant comment paramétrer les différents membres. Le paramétrage des membres d'un type structuré consiste principalement en l'établissement des liens entre les paramètres d'entrée et les différents champs de chacun des membres. Nous allons ouvrir un membre que j'ai configuré et nous allons juste agrandir la fenêtre pour plus de lisibilité. Nous avons d'abord son nom, qui est repris sur la partie gauche de l'interface, le type d'objet. Dans notre exemple, nous avons une variable interne Tor, mais nous pourrons utiliser un objet database comme un tout ou rien ou de l'analogique. La condition de génération, dans le cas où on souhaiterait faire un objet complexe, avec par exemple l'utilisation ou non de une ou plusieurs pompes. Grâce à un paramètre d'entrée, nous pourrions définir si nous instancions une ou plusieurs pompes. Nous avons ensuite la partie mnémonique, donc là c'est propre à la variable qui va être instanciée. Donc le mnémonique, comment il est construit? On va utiliser la var_mnemo, qui est un paramètre d'entrée, auquel nous allons concaténer .reb. Pour le titre, c'est le même principe, avec var_text et retour de marche. Et nous avons aussi des propriétés supplémentaires. Par exemple, nous avons la possibilité de calculer un champ. Si nous utilisions var_adresse, avec par exemple une variable Tor ou analogique, nous pourrions avoir donc var_adresse qui vaut 100 et dire que pour cette variable, le champ serait var_adresse plus 3. Nous avons ensuite le champ hérité, ce qui est le cas par exemple pour notre zone. C'est-à-dire que la valeur de ce champ est une copie du type structuré. Et nous avons ensuite la propriété surchargeable. Donc lorsque cette propriété est activée, la valeur du champ du membre sera modifiable dans chaque instance d'objet sans rompre le lien entre l'instance de l'objet et le type qui lui sert de modèle. Si cette option n'est pas activée, toute modification de l'objet parent ou de la structure sera automatiquement reportée dans la propriété. Nous venons de voir comment créer un type structuré simple. Voyons un type structuré un petit peu plus complexe. Nous allons aller ouvrir le poste de relevage qui a été présenté un petit peu avant dans la vidéo. Nous avons ici les différents paramètres d'entrée. Vous pouvez voir qu'il y en a un petit peu plus, avec par exemple la possibilité d'ajouter un séparateur pour améliorer la lisibilité du formulaire. Nous allons agrandir l'interface pour voir les différents membres. Premier point important, ce que vous pouvez voir, c'est que la partie membre pompe 1 et pompe 2 sont en fait des types structurés. C'est-à-dire que nous avons la possibilité d'imbriquer des types structurés dans d'autres. L'autre point important, c'est que nous avons ici la possibilité de lier un objet bibliothèque à notre type structuré. La partie sur les objets bibliothèques fera l'objet de la prochaine vidéo. Vous savez désormais comment créer et utiliser un objet structuré dans TopCapi. L'un des grands avantages de cette approche, c'est non seulement la rapidité de déploiement, mais aussi la facilité de maintenance. Toute modification apportée à un type structuré se répercute automatiquement sur l'ensemble de l'application. En complément des types structurés, il est possible d'utiliser des fichiers RDL pour la création des automates, ainsi que des fichiers transparents. C'est dans ces fichiers transparents que les types structurés sont appelés afin de créer les variables. En combinant ces différents fichiers, vous pouvez mettre en œuvre une autoconfiguration d'une grande partie de l'application TopCapi, et ce, réalisée en dehors de l'environnement TopCapi. Cette approche facilite la réutilisation et permet de créer rapidement une autre application basée sur le même modèle. Si vous avez des questions ou que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez un lien vers notre site internet dans la description. Pour plus de vidéos sur TopCapi, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne.
Nous nous retrouvons très bientôt pour un nouvel épisode, cette fois consacré aux objets synoptiques de Topkapi.